Bonjour. Un nouveau petit rappel, s'il vous plaît, étoile 6. Est-ce que peut-être quelques personnes, si vous m'entendez, s'il vous plaît, juste l'inscrire avant qu'on débute. Merci. Alors, on entend encore des gens en background, s'il vous plaît, étoile 6 ou restez en silence. Et donc, bonjour, je suis Suzanne Leroux, infirmière clinicienne spécialisée en PCI et conseillère en soins infirmiers à l'INPQ. Je suis responsable de la Alors, bienvenue à ce premier webinaire qui se trouve être questions et réponses sur la surveillance des infections nosocomiales. C'est le troisième de la série. Et quoi le nouveau? On entend des bébés pleurer. Donc, objectif de la rencontre d'aujourd'hui, c'est de valider la compréhension, l'application des protocoles SPIN, de valider l'entrée des données dans SPIN, dans SSPIN, et mettre en évidence certaines difficultés suite au questionnaire qu'on vous a envoyé quelques mois auparavant. Donc, pour commencer, peut-être quelques petites informations, parce qu'on a des nouvelles personnes avec nous. Pour la qualité sonore, on vous conseille d'écouter la conférence plus via votre appareil téléphonique que par l'ordinateur. Donc, de mettre votre ordinateur sur mode silence et aller vous brancher sur la ligne téléphonique avec le numéro que vous voyez à l'écran. Il n'y a aucune possibilité d'intervention pour des questions verbales. Vous devez les inscrire là, au niveau du chat. On va prendre les questions à la fin de la présentation selon le temps qui va nous rester. C'est important que ce soit des questions qui sont en fonction de la conférence d'aujourd'hui. Pour toute question par rapport au SISTIM, c'est sûr que vous pouvez contacter la ligne ou écrire là, au soutien SISTIM. Donc, après la conférence, vous allez recevoir un courriel avec un questionnaire d'évaluation. Peut-être petite nouveauté pour cette année au niveau de la reconnaissance de la formation. Dans le fond, c'est qu'au mois de décembre, quand toutes les formations vont avoir passé, dans le fond, on va vous envoyer un feuillet à remplir pour indiquer lesquels vous avez fait en mode en direct ou si vous les avez fait là, en allant voir la rediffusion. Demandez de signer cette feuille-là et après, on va vous envoyer les crédits auxquels vous avez le droit en fonction de cette. On va vous mettre un petit guide là, sous peu là, sur le web par rapport à ça. Le prochain webinaire va y être le 30 avril et va toucher encore le volet de surveillance. Ça va être au niveau du SARM. Alors maintenant, je vais laisser la parole à Daniel Moisan. Daniel Moisan qui présente aujourd'hui les petites vignettes que vous avez reçues. Donc, Daniel Moisan, Dr Moisan, un microbiologiste infectiologue à Rivière-du-Loup depuis 1998. Elle a travaillé d'abord comme technologiste médicale avant de faire des études en médecine, spécialisée en micro-infectiologie à l'Université Laval. Dr Moisan a toujours eu un intérêt pour la prévention des infections. Elle est membre de plusieurs comités, dont le 5, puis elle est aussi la présidente de SPIN. Donc, à toi, Daniel, pour les prochaines minutes. Alors, le responsable a activé le mode d'écoute et votre ligne demeurera en silence jusqu'à ce que le responsable désactive la mise en silence de votre ligne. Qui avait été envoyé. Vous avez reçu ça au mois de décembre. On vous demandait de chaque installation de répondre à ces vignettes-là. Aujourd'hui, je vais vous parler des réponses qu'on a obtenues et des réponses un peu auxquelles on s'attendait. Comme Suzanne m'a mentionné, dans le fond, quand on envoie ces vignettes-là, il y a 3 rôles principaux. On veut valider, dans le fond, la compréhension des protocoles qu'on fait, la compréhension des définitions. On veut vérifier si l'entrée des données dans le SISTIM, si c'est fait de façon adéquate.
et on veut voir s'il y a des difficultés ou des flous, là, des choses qui sont moins bien comprises, qu'il faudrait qu'on précise un petit peu plus dans nos protocoles, dans nos définitions ou qu'on améliore le système. Donc, c'est vraiment le but de ça. On ne regarde pas les résultats là, par installation, c'est vraiment des résultats globaux. On ne pourra pas dire, bon, l'équipe de Rivière-du-Loup ne sont pas chez Miratout. C'est vraiment le général qu'on regarde, c'est vraiment pour savoir, en gros, là, comment que les gens comprennent nos choses. Là, je fais la présentation. Il va y avoir d'autres vignettes qui vont être envoyées fin été, début automne. Ces vignettes-là, dans le fond, on va avoir un webinaire aussi qui va être le 22 octobre. Suite à ça, je vais faire un résumé, là, dans le fond, un document où on va mettre, dans le fond, la présentation d'aujourd'hui, les réponses, et je vais mettre vraiment toutes les réponses auxquelles on s'attendait, un peu le pourquoi, etc. Donc, ça, vous l'avez. Dans le fond, les 2 premières séries, il y avait eu un document qui avait été émis. Vous pouvez le retrouver sur le SIM. Et il va y en avoir un autre là, quand on va avoir terminé les vignettes, dans le fond, des 2 séries de 2019. Donc, on va commencer. Je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer. Alors, on commence avec la première vignette. C'est un patient diabétique qui est en hémodialyse chronique, qui ne se sent pas bien et présente la température lors de son traitement de dialyse. Il est dialysé via un cathéter tunnelisé. Et on prélève à la fin du traitement une hémoculture qui revient le lendemain positive à stase coagulase négative. Le patient est rappelé qu'on procède à une autre hémoculture qui est faite 24 heures après la première. Celle-ci est positive à stase épidermidis. Il n'y a pas d'évidence clinique qu'il y a une infection à un autre site après investigation. Donc, on vous demande quel énoncé est vrai. Le patient n'a pas de bactériémie associée à l'accès vasculaire parce qu'il y a une seule hémoculture positive à chaque jour. B, le patient a une bactériémie associée à l'accès vasculaire. C, le patient n'a pas de bactériémie associée à l'accès vasculaire parce que la deuxième hémoculture n'a pas été prélevée pendant le traitement. D, il s'agit d'un contaminant des hémocultures. Et E, ce n'est pas une bactériémie parce qu'il n'y a pas de diagnostic médical. Les réponses qu'on a obtenues, en fait, c'est quasiment moitié-moitié pour, il s'agit d'une infection reliée à l'accès vasculaire et il y en a quasiment la moitié là, qui ont mis, c'est un contaminant des hémocultures. Donc, c'est les 2 réponses qu'on a obtenues le plus. Pour les réponses, en fait, on va faire une petite révision de c'est quoi une bactériémie nosocomiale. En fait, les bactériémies qu'on doit déclarer dans le SISPIN. La définition comme telle d'une bactériémie nosocomiale. En fait, la bactériémie, il faut que ça soit une bactérie ou un champignon qu'on va retrouver dans le sang chez un usager qui est symptomatique. Il faut qu'il y ait un des 3 critères. Dans le fond, ça, c'est nos 3 critères pour dire est-ce qu'on le déclare ou non. Donc, soit que c'est un agent pathogène qui est reconnu et qu'on ne trouve pas d'infection à un autre type. Ça, c'est une bactériémie primaire. Ça peut être un agent pathogène qui est reconnu, mais qui est suite à une infection à un autre type. Une infection urinaire avec une bactériémie, une infection site chirurgicale avec une bactériémie. Il y a vraiment une infection à quelque part, puis suite à ça, il y a une bactériémie secondaire. Et la 3e condition, c'est 2 hémocultures positives au même germe quand c'est un agent qui est considéré comme un contaminant. Il faut que les 2 hémocultures aient été prélevées soit à des sites différents ou à des moments différents, mais il ne faut pas qu'il y ait plus qu'une journée entre les 2. En fait, quand on parle d'hémoculture, une hémoculture, c'est 2 bouteilles. En général, quand le médecin va prescrire, souvent on va prescrire 2 hémocultures, de sorte qu'il va y avoir 4 bouteilles. Mais quand le prélèvement va être fait, il y a 2 bouteilles qui vont être faites ensemble, 2 bouteilles qui vont être faites ensemble. Donc, une bouteille aéro, une bouteille ANA et une autre bouteille aéro et ANA qui sont faites vraiment ensemble. Donc, pour que ce critère-là soit bon, il faut qu'il y ait au moins une des 2 bouteilles qui soit prélevée dans une des hémocultures et une des 2 bouteilles dans une autre hémoculture. Soit qui sont faites en même temps à des sites différents ou qui sont faites à des moments différents, mais si c'est des moments différents, il faut qu'il y ait moins que 24 heures et moins entre les 2 prélèvements. Quand on parle de bactériémie nosocomiale, dans les bactériémies, la surveillance qu'on fait, c'est des bactériémies qui sont acquises alors que les gens sont hospitalisés. Donc, à partir du jour 3 de l'hospitalisation, si on a une bactériémie, on va lancer dans le système, on va vraiment tout décrire quelle est la bactériémie, les caractéristiques, etc.
Il y a 4 conditions où on fait de la surveillance quand c'est un patient qui ne sera pas hospitalisé, quand ça survient en externe, un patient qui serait en ambulatoire. Les 4 conditions, c'est lorsque c'est une bactériémie en hémodialyse, dans le fond qui est reliée à un accès vasculaire en hémodialyse. Quand c'est une bactériémie qui est secondaire à une infection type opératoire, quand c'est une chirurgie d'un jour, mais que le patient, dans le fond, n'a pas été admis, il a eu sa chirurgie d'un jour, mais qui fait une infection avec une bactériémie secondaire à ça. Il y a des bactériémies qui sont reliées à un cathéter central. Un patient à qui on installe un cathéter pour de la chimio, pour des antibiotiques en ambulatoire, quelque chose comme ça, s'il y a une bactériémie sur le cathéter, à ce moment-là, on va les déclarer. Et finalement, des bactériémies reliées à une procédure. Un patient qui a une procédure, une RCP, qui fait une bactériémie suite à ça dans les 7 jours, à ce moment-là, ça fait partie de ceux qu'on va surveiller en ambulatoire. Donc, ici, si on prend notre cas, on a un patient qui est un patient en hémodialyse chronique. Donc, c'est dans nos patients qu'on va surveiller là, en ambulatoire. Il est porteur d'un cathéter. De toute façon, en hémodialyse, c'est tous les accès vasculaires qu'on va regarder, même si c'est sur fistule. Ce n'est pas nécessaire qu'il y ait un cathéter, c'est vraiment toutes les voies lactiques qu'on va regarder. Donc, notre patient est en hémodialyse avec un cathéter. Il y a eu 2 hémocultures qui ont été prélevées qui sont positives. C'est un contaminant, qui est un staph coagulase négatif, mais on en a 2. Puis les 2 sont faits en dedans de 24 heures. Donc, on a nos 2 prélèvements, nos 2 hémocultures en dedans de 24 heures pour une bactérie qui est un contaminant. On n'a pas d'identification complète pour la première. C'est staph coagulase négative. Et dans notre protocole, on mentionne que si on n'a pas l'identification à l'espèce complète, si c'est une bactérie du même genre, à ce moment-là, on va considérer que c'est la même bactérie. Dans ce cas-ci, on a un staph coagulase négative et on a un staph epidermidis, donc on considère que c'est la même bactérie. Les 2, à ce moment-ci, seraient entrés comme un staph epidermidis. Il faudrait le rentrer 2 fois là, pour dire qu'on a vraiment nos 2 hémocultures. Donc, la réponse qui était bonne, c'est vraiment une bactériémie associée à un accès vasculaire. Le patient, il y a, dans le fond, qui est une positive à chaque jour. C'est vraiment, on va regarder s'ils sont faits à l'intérieur de 24 heures. Fait que le terme de jour pour ça n'est pas important. C'est vraiment dans 24 heures. Si le deuxième n'a pas été prélevé pendant le traitement, ce n'est pas du tout dans la définition. Le fait qu'il soit en traitement ou pas, ce n'est pas au moment qu'il y a du traitement, qu'il y a un traitement nécessairement. C'est vraiment quelqu'un qui va en hémodialyse, qui est suivi en hémodialyse de façon régulière. Il s'agit d'un contaminant des hémocultures. Oui, c'est un contaminant, mais par contre, dans notre définition, quand on en a 2 dans 2 prélèvements différents, 2 hémocultures différentes, à ce moment-là, ça compte comme une bactériémie qui est significative. Et finalement, le diagnostic médical, ce n'est pas du tout dans les critères diagnostiques. La deuxième vignette, c'est un patient de 67 ans qui vit à domicile, qui est habituellement en bonne santé. Il se présente le 1er novembre vers 18 h avec des symptômes compatibles avec une pneumonie sévère. On lui prescrit un traitement de ceftriaxone et de lévofloxacin et il est admis sur une unité de soins aigus à 21 h. Le patient s'améliore graduellement pendant les jours suivants, mais le 4 novembre, à 9 h le matin, il commence à présenter des diarrhées aiguës, plus que 3 selles par jour, liquide, plus que 3 selles dans le fond à ce moment-là. Il y a un échantillon de selles qui est prélevé à 11 h et qui est envoyé au laboratoire. L'échantillon revient positif pour du Clostridium difficile par recherche de toxines par test immunoenzymatique, par EIA. Quelle est l'attribution de ce cas? Catégorie 1A, reliée à l'hospitalisation actuelle dans l'installation déclarante. Catégorie 1B, reliée à une hospitalisation antérieure dans l'installation déclarante. Catégorie 2, cas hospitalisé relié à un séjour dans une installation non déclarante. Catégorie 3, d'origine communautaire non reliée au milieu de soins. Catégorie 4, cas hospitalisé d'origine inconnue. Les réponses que les gens ont mis, la majorité ont mis catégorie 1A et on a 14% qui ont mis catégorie 3, puis un petit peu là, 1% qui ont mis catégorie 1B. Donc, la réponse, c'est catégorie 1A, c'est relié à l'hospitalisation actuelle. En fait, avant, les premières définitions qu'on avait de Clostridium, on considérait 72 heures. Puis les gens calculaient là, pour savoir vraiment le nombre d'heures
est-ce qu'il s'était passé 72 heures, etc. On avait changé il y a quelques années pour vraiment des définitions pour que ce soit par journée. C'est beaucoup plus facile pour vous de calculer, vous n'avez pas calculé les heures, c'est vraiment on regarde les jours. Donc, le patient, il est rentré le 1er novembre et c'est le 4 novembre finalement qu'il a présenté ses symptômes. Quand on regarde le timeline, là, dans le fond, les dates, c'est vraiment à partir du jour 4 qu'on considère que c'est nosocomial. Donc, notre patient il est arrivé le jour 1, il est admis. Peu importe l'heure qu'il est admis, c'est cette journée-là qui compte comme le jour 1. Et finalement, ces symptômes et où on a rencontré vraiment tous les critères de diarrhée avec le clostridium difficile, c'était le 4 novembre, qui est le jour 4. Donc, c'est vraiment une infection qui est nosocomiale. Donc, catégorie 1A. Troisième vignette. Vous êtes avisé par le laboratoire de la découverte d'un Escherichia coli porteur d'une carbacténémase de type KPC dans l'urine d'un patient hospitalisé depuis une semaine sur votre unité de médecine. En révisant le dossier, vous réalisez que le patient avait déjà été déclaré porteur de PC de type KPC lors d'une éclosion dans une autre installation participant à la surveillance. Pour cette raison, des précautions de contact ont été mises en place dès son admission. Le dossier vous révèle de plus que le patient rencontre tous les critères de surveillance pour une infection urinaire symptomatique. Comment catégoriseriez-vous ce patient? A. Pas de déclaration que le patient était déjà connu porteur et avait déjà été déclaré par l'autre installation. Catégorie 1A, cas relié à l'hospitalisation actuelle dans l'installation déclarante, infection urinaire symptomatique, nouvelle infection chez un patient connu porteur du même germe, mais une souche reliée à une autre installation. C. Il s'agit d'un cas de catégorie 1B, qui est relié à l'hospitalisation antérieure dans l'installation déclarante, mais c'est relié au centre où le patient avait été déclaré porteur. Donc, il faut aviser ce centre-là pour qu'il déclare le cas. D. Catégorie 2, cas hospitalisé relié à un séjour dans une installation non déclarante. Et finalement, E, c'est une catégorie 1A, reliée à l'hospitalisation actuelle dans l'installation déclarante, infection urinaire symptomatique, nouvelle infection chez un patient déjà connu porteur du même germe, et souche reliée à une hospitalisation dans l'installation déclarante. Les réponses qu'on a eues, la majorité, c'était vraiment là, un A chez un patient qui était déjà connu porteur. C'est vraiment la majorité des cas. Et c'est la bonne réponse, dans le fond. C'est l'infection, dans le fond, le patient, ça fait une semaine qu'il est sur notre unité. Donc, l'infection s'est vraiment développée à partir du jour 3. Ça faisait déjà une semaine qu'il était là. Donc, son infection est une infection nosocomiale. C'est dû à une infection à KPC, mais c'est chez un patient qui était déjà connu porteur. Donc, on a une infection qui est reliée à l'hospitalisation actuelle dans l'installation déclarante. C'est une infection urinaire symptomatique. C'est une nouvelle infection chez un patient qui est déjà connu porteur du même germe. Mais lorsqu'on va aller voir la souche, quand on déclare d'où on pense que la souche provient, ben, en fait, c'est une souche qui est reliée à une autre installation. La quatrième vignette. Un patient diabétique en hémodialyse depuis 2 ans se présente à l'urgence avec fièvre et frissons. Aucun autre symptôme n'est présent et le type du cathéter de dialyse est propre et intact. Aucun foyer d'infection n'est trouvé après investigation. Une hémoculture sur 2 prélèvements est positive pour Staphylococcus aureus. Quel énoncé est vrai? A. Ce n'est pas une bactériémie associée au cathéter de dialyse car le site d'insertion ne montre pas de signe d'infection. Il s'agit d'une bactériémie primaire sans foyer chez un patient diabétique. C. Il s'agit d'une contamination car seulement un des 2 prélèvements est positif. D. Il s'agit d'une bactériémie associée au cathéter de dialyse. Et E. Il s'agit d'une infection communautaire non nosocomiale et ne fait donc pas partie du programme de surveillance des bactériémies en hémodialyse chronique. Donc, les réponses qu'on a obtenues, 56% associés au cathéter, et il y a quand même un 29% qui marquait que c'était une primaire sans foyer là, chez un patient qui est diabétique. Pour parler de la réponse, dans le fond, je vous rapporte les premières diapositives que j'avais mises, dans le fond, la définition d'une infection nosocomiale. Ici, on a un pathogène reconnu et on n'a pas de signe d'infection nulle part, il n'y a pas d'infection nulle part. Donc,
c'est le premier des trois critères. C'est une hémoculture positive à un agent pathogène reconnu et on n'a pas d'infection à anotype. Donc, c'est une bactériémie primaire. Dans les bactériémies primaires, les infections sur cathéter font partie des bactériémies primaires. Et lorsqu'on a un patient qui est porteur d'un cathéter central, même si on n'a pas de signe d'infection du cathéter, aussitôt que le patient est porteur d'un cathéter central ou en hémodialyse, on l'associe à l'accès vasculaire en hémodialyse, dès qu'on a une bactériémie primaire avec un cathéter, automatiquement, on le met comme une bactériémie sur cathéter. Ou, comme je vous dis, sur une voie d'accès si un patient a une difficile en hémodialyse. Et le fait que c'est en ambulatoire, dans le fond, les bactériémies en hémodialyse chronique font partie des 4 surveillances que l'on fait en ambulatoire à SPIN. Donc, si on reprend notre vignette, c'est un patient qui est en hémodialyse depuis 2 ans, donc en hémodialyse chronique. Il est porteur d'un cathéter de dialyse. Il se présente avec une bactériémie à Staph aureus, donc c'est vraiment un pathogène qui est reconnu. On a une bactériémie, on n'a pas d'autres types d'infection après investigation, donc une bactériémie primaire. Il est porteur d'un cathéter, ou comme je vous disais, si ça avait été une fistule, ça serait sur fistule. Donc c'est vraiment une bactériémie associée au cathéter de dialyse. Cinquième vignette. Un patient de 78 ans est hospitalisé dans un centre de soins aigus le 1er juillet pour subir un remplacement total de la hanche. L'opération se déroule bien et il est transféré dans un centre de convalescence le 4 juillet. Le 20 juillet, il est traité pour une infection urinaire avec la ciprofloxacine. Le 25 juillet, il est réadmis dans le centre de soins aigus où avait lieu la chirurgie pour une diarrhée importante et une diarrhée avec Clostridium difficile et diagnostiquée. Quelle est l'attribution du cas de diarrhée avec Clostridium difficile? A, catégorie 1A, relié à l'hospitalisation actuelle dans l'installation déclarante. B, 1B, catégorie 1B, cas relié à une hospitalisation antérieure dans l'installation déclarante. C, catégorie 2, cas hospitalisé relié à un séjour dans une installation non déclarante. D, catégorie 3, cas hospitalisé d'origine communautaire non relié au milieu de soins. Et finalement, E, cas hospitalisé d'origine inconnue. Les réponses qu'on a obtenues, 65% des gens ont mis catégorie 1B. Il y a quand même 27% qui ont mis relié à une installation non déclarante, la catégorie 2. La réponse, c'est vraiment catégorie 1B. C'est cas relié à une hospitalisation antérieure dans l'installation déclarante. En fait, notre patient, il a été hospitalisé et, dans le fond, c'est nosocomial jusqu'à 4 semaines. Je vous ai remis ici, dans le fond, le timeline. Notre patient a été admis le 1er juillet, donc le jour 1 et le 1er juillet. Ça devient nosocomial à partir du jour 4 et ça reste nosocomial jusqu'à 4 semaines après son congé de l'hôpital. Donc, ici, c'est arrivé le 25 juillet, donc on rentre vraiment dans nos 4 semaines. Le patient, dans le fond, c'est une catégorie 1B parce qu'il n'est plus hospitalisé, il a été changé d'endroit, il est allé dans un autre centre. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment une catégorie 1B. Vous allez me dire, oui, mais ça faisait plus de 3 jours qu'il était hospitalisé dans l'autre centre. Mais l'autre centre, c'est un centre qui est beaucoup moins à risque et il va vraiment par risque. Ce qui est le plus à risque, c'est le soin aigu. Donc, on prend une définition vraiment, le 1B va prioriser sur le 2. Bon, même si ça fait plus longtemps qu'il est hospitalisé, ça fait plus que 3 jours qu'il est hospitalisé dans l'autre installation, on va quand même déclarer nosocomial pour le centre de soins aigus. Ça serait différent s'il serait dans un autre centre de soins aigus, où là, on va prendre vraiment le dernier soin aigu qui va avoir été. Mais pour l'épisode actuel, le patient entre vraiment dans son 4 semaines et on le considère vraiment nosocomial relié à son hospitalisation qu'il y a eu au début juillet. La 6e vignette. Votre installation possède une unité transitoire ou unité d'évaluation ou de débordement où sont placés des patients de l'urgence en attente d'évaluation et décider s'ils doivent être admis ou non.
Un patient présente une hémoculture positive à Staphylococcus aureus le lendemain de son admission sur l'unité de médecine, après avoir passé 2 jours sur cette unité transitoire. Comment déclarez-vous cette bactériémie? A. Catégorie 1A, et les jours de présence de cette unité-là sont inclus dans le décompte des dénominateurs. B. Catégorie 1A, mais les jours de présence de cette unité-là ne sont pas comptabilisés et ne sont pas inclus dans le dénominateur. C. Catégorie 1C, puisqu'il n'est pas encore admis, qui est considéré un peu comme étant à l'urgence. Et les jours de présence de l'unité sont inclus dans le décompte dénominateur. Et D, la même chose, 1C parce qu'il est considéré un peu comme étant à l'urgence, mais les jours de présence de cette unité-là ne sont pas inclus dans les dénominateurs. Et E n'est pas déclaré car elle survient moins de 3 jours après l'admission. Les réponses qu'on a obtenues, c'est comme à peu près égal pour les catégories 1C et les dénominateurs ne sont pas inclus et le pas déclaré du tout. En fait, il y a un petit décalage. On ne déclarera pas cette infection-là. La bactériémie ne sera pas déclarée parce que, en fait, ça répond à les bactériémies nosocomiales, comme on a dit tout à l'heure, dans le fond, c'est à partir du jour 3 de l'hospitalisation. Le patient, il vient d'être admis, dans le fond, il n'y a pas son 3 jours de fait, donc on ne peut pas le considérer vraiment comme hospitalisé à partir du jour 3 d'hospitalisation. Et il ne fait pas non plus partie des 4 fonctions que je vous avais mentionnées tout à l'heure qu'on surveille. Donc, il n'y a pas eu de procédure, il n'y a pas eu de chirurgie en ambulatoire, il ne se promenait pas avec un cathéter en ambulatoire, et ce n'est pas un patient qui est en hémodialyse chronique. Donc, on n'a aucune de ces conditions-là, et ça ne fait pas assez longtemps qu'il est admis. Donc, on n'a pas à le déclarer. Par contre, c'est sûr que c'est un Staphylococcus aureus, à la fin, quand vous faites vos déclarations agrégées de nombre de bactériémies comme telles à Staph aureus, ça, il faut qu'il soit compté parce que c'est une Staph aureus, mais ils ne sont pas déclarés comme bactériémie avec les facteurs de risque, etc., puis faire un suivi. C'est vraiment juste le compter parce que, dans le fond, il compte comme une catégorie 3, là, il compterait comme une catégorie 3, mais il ne fait pas partie de la surveillance comme telle des bactériémies qu'il faut déclarer. On avait fait cette vignette-là un petit peu pour faire réaliser aux gens. Dans les définitions, quand des fois, vous vous demandez si un cas devrait être mis ou pas, on dit, bon, il est acquis à l'hôpital, on le considère-tu comme oui ou non? Il faut toujours penser, si le cas est déclaré, si les dénominateurs sont inclus. Dans le fond, notre dénominateur, c'est tous les patients qu'on considère qui peuvent attraper, qui peuvent faire une bactériémie. Et on va mettre notre numérateur, combien il y en a là-dedans qui ont acquis une bactériémie. Donc, si on a un patient qui ne fait pas partie des dénominateurs, il ne doit pas être inclus dans les numérateurs non plus parce qu'il n'est pas inclus, sauf les exceptions, comme je vous l'ai dit, en ambulatoire, là, qu'on va faire une surveillance là, de certaines bactériémies en ambulatoire. Mais pour les unités, tout ça, les unités, quand on parle, mettons, une unité de psychiatrie, quand les unités de longue durée dans une même installation, c'est une unité qui est complète en longue durée, si ça survient là, c'est exclu des dénominateurs, donc on ne le mettra pas dans les numérateurs non plus. Il faut vraiment faire attention à ça. Il y a une exception, dans le fond, à ça, c'est les DGNPC, où peu importe où on les retrouve, on va les déclarer parce qu'on veut, c'est quand même important, on veut suivre l'évolution un petit peu, fait que tous les cas vont être déclarés. Par contre, quand on va calculer nos taux, ça va vraiment être les catégories 1A et 1B avec les unités là, auxquelles on a les dénominateurs qui vont être utilisés pour faire nos calculs, pour avoir nos taux d'incidence. Mais sinon, toutes les unités, là, dans le fond, qui sont exclues, c'est des unités où on ne déclarera pas les cas. Comme je vous dis, par contre, ici, l'exemple n'est peut-être pas le meilleur pour le Staph aureus. Il aurait peut-être fallu que je mette une autre bactérie, mais le Staph aureus, lui, quand c'est pas la bactériémie nosocomiale qui ne fait pas partie des surveillances des bactériémies, il faut quand même les calculer pour faire la déclaration agrégée là, à la fin de la période. Donc, c'est pas mal, j'ai fait le tour beaucoup des vignettes. Comme je mentionne, je vais refaire un document. Vous allez avoir, dans le fond, les vignettes, les réponses qu'on avait obtenues, les réponses auxquelles on s'attendait, puis un peu le pourquoi, l'explicatif. Je sais qu'il y a l'air d'avoir des questions, fait que on va prendre les questions. Je vais...
Le responsable a désactivé le mode d'écoute et la mise en silence de vos lignes a été désactivée. Alors, bonjour, peut-être pour qu'on puisse passer aux questions et bien s'entendre. Petit rappel pour ceux qui sont branchés peut-être quand la conférence s'est commencée. Vous devez absolument mettre votre ligne téléphonique en mode silence, donc faire étoile 6. Sinon, on ne pourra pas bien s'entendre. Par rapport aux vignettes, c'est ça, il y a des gens qui ont mis des questions. Peut-être juste nous indiquer à quelle vignette vous faites référence, parce que ça peut être compliqué un peu de retracer à quoi est votre question. Donc s'il vous plaît, étoile 6. Donc, si on regarde par rapport à la vignette 1 au début, il y a eu quelques questions. On nous demandait si l'antibiogramme des deux bactéries isolées aurait été différent. Qu'est-ce que ça aurait changé à la vignette, dans le fond? En fait, la notion d'antibiogramme, qui est le même ou différent, ça a déjà fait partie des définitions, mais ça a été enlevé. On ne regarde plus, parce que des fois, la bactérie peut changer un petit peu, puis l'antibiogramme est différent. Fait que la notion d'antibiogramme, pareil ou pas, ça ne fait plus partie de la définition. Dans le fond, il faut que ça soit la même espèce, ou quand il y en a un qui n'est pas identifié à l'espèce, mettons comme le staph coagulase négatif et le staph épidermidis, à ce moment-là, c'est correct, on ne tient plus compte du tout des antibiogrammes. Bon, ensuite, dans la vignette 1, dans le fond, ce qu'on dit, c'était que la deuxième hémoculture, la seconde hémoculture avait été faite 24 heures après la première hémo. Donc, comme selon la définition, on dit moins de 24 heures plus, ça fait que peut-être juste clarifier, je pense que ça a amené de la confusion. 24 heures et moins. Non, on l'avait mis, c'est la 24 heures. On avait 23 heures, mais c'est 24 heures et moins. Oui, alors, étoile 6 à nouveau. Donc, là, c'est 1 heure d'intervalle minimum entre les hémocultures ou pas? Pas nécessairement. La plupart du temps, les hémocultures, quand on en demande, les médecins vont demander 2 hémocultures. Donc, puis souvent, ce que les infirmières vont faire, c'est qu'ils vont faire la première hémoculture, les 2, ils vont changer de site, puis ils vont faire d'autres hémocultures. Donc, souvent, ils sont faites en même temps. C'est pour ça qu'on précise à des sites différents ou à des temps différents. Ils peuvent avoir été faits en même temps, mais il faut que ce soit 2 sites différents, ou sinon, il faut que en fait, c'est 2 moments. C'est 2 sites différents. Alors, s'il vous plaît, pas de commentaires, là, ou mettez-vous en mode silencieux, parce qu'on entend tout, là. Parce que sinon, je pense qu'il va falloir que tu reprennes les questions, Daniel. Donc, si on continue, parce qu'il y a d'autres vignettes, mais on ne sait pas à quoi ils se réfèrent nécessairement. Une par rapport aux unités de débordement. Nous n'avons pas d'unité de débordement, mais il arrive malheureusement que le patient demeure à l'urgence 48 heures avant de monter à l'étage. Devrions-nous considérer son temps à l'urgence et le déclarer noso ou non? Non, l'urgence fait partie des dénominateurs. Donc, c'est vraiment qui sont inclus dans les dénominateurs les patients qui sont admis sur les unités de soins. L'urgence, comme dans les clostridiums difficiles, l'urgence, par l'ambulatoire, on va les déclarer les 1C. Mais pour ce qui est des bactériémies, il y a 4 conditions là, que j'ai nommées. C'est juste ceux-là qu'on va surveiller en ambulatoire. L'urgence, quand à l'urgence, on ne les déclare pas. Vraiment quand ils sont admis sur l'unité. Alors, à nouveau, on a encore des gens qui n'écoutent pas. Donc, étoile 6, s'il vous plaît. Bon, on avait fait suite avec les vignettes des mots culture. Je ne sais pas, nous avons des dénominateurs sur des unités. Pour nous, il est admis, donc noso. Il y avait comme commentaire. Il a passé 2 jours à l'unité transitoire et l'hémoculture au jour 2 sur l'unité de médecine.
Donc, il s'agit du jour 4. Est-ce une catégorie 1A? Non. Il faut vraiment calculer à partir du moment de l'admission sur une unité de soins aigus. C'est vraiment en ambulatoire, à l'urgence, ça, on ne les compte pas. C'est vraiment l'admission. L'urgence, on n'a pas les dénominateurs. Même chose comme les unités de débordement, on n'a pas les dénominateurs, c'est pas vraiment considéré comme admis sur une unité. C'est différent de ceux qui ont des unités. Des fois, il y en a des unités de court séjour où c'est vraiment une unité et les gens sont inclus dans les dénominateurs. Ceux-là, il faut que ça passe plus, c'est mais pas toutes les unités. Qui sont à l'urgence. À nouveau, on entend beaucoup de personnes et ça coupe Daniel. Donc, on n'entend pas bien Daniel. S'il vous plaît, pouvez-vous garder vos commentaires pour vous, faire étoile 6, s'il vous plaît? La majorité des symptômes à coagulation négative sont les vaccins. Pardon? Oh, il y a des gens qu'on entend encore. Vous ne nous écoutez pas. Vous ne pouvez pas avoir les bonnes réponses. Bon. Il serait intéressant que les séjours sur civière à l'urgence comptent dans les dénominateurs et infections nosaux, car le taux d'hygiène des mains sont bas. Le personnel nous répond qu'il n'y a pas de transmission et pas d'éclosion. Donc, pas important l'hygiène des mains et autres pratiques de base. Donc, c'est un commentaire. Oui, C'est n'importe quoi. C'est intéressant que les séjours sur civière comptent parce qu'il n'y a pas les taux d'hygiène de main sont bas. Mais en fait, nous, pour la surveillance provinciale, on fait les infections nosocomiales qui sont C'est écrit eux autres. C'est sûr que ça ne vous empêche pas localement de faire la surveillance. Dans le fond, oui, vous faire la surveillance des bactéries. Et vous les résultats. Okay. Daniel, ça te tente-tu de reprendre peut-être les questions à partir de là? Je ne sais pas si tu les vois parce que ça coupe à cause que les gens ne suivent pas les consignes. Il faudrait que tu fasses mettre tout le monde en mute. Est-ce que tu les vois? On est rendu. Dans le fond, on était rendu ici, dans le fond, après Jasmin, Lisa, Diane, Maude, Marie-Claude. Donc, ce qu'on avait, c'était pour les EPC, des fois, c'est dans les 72 heures, juste après l'admission, que l'acquisition a lieu. Oui. Par définition, on les prend, mais Oui. dans le fond, le patient était hospitalisé en salle dans le mois antérieur. En fait, c'est que des fois, on a des patients qui sont admis, mettons quelqu'un qui est à risque, on l'isole parce qu'il est à risque. Puis finalement, quand on le découvre, le premier prélèvement est négatif, puis finalement, oups, le deuxième à 7 jours, il est positif. On sait bien qu'il ne l'a pas attrapé chez nous, c'est pour ça qu'il était isolé, mais le prélèvement il est sorti au jour 7. On est obligé de se l'attribuer. En fait, on a même changé le nom pour la surveillance. Vous allez voir, à partir d'avril 2019, on ne parlera plus de catégorie d'acquisition, mais de catégorie d'attribution. Pour la surveillance, on n'a pas le choix de mettre des définitions qui sont strictes, qu'il faut respecter d'une année à l'autre pour être vraiment reproductible, puis qu'on ait vraiment la même chose un peu partout. Mais c'est sûr que des fois, c'est pas nécessairement ça. On dit, ben c'est pas vrai que c'est acquis ailleurs. Pour la surveillance, c'est important de bien les catégories, puis comme je dis, ça va être des catégories d'action pour la surveillance. Mais au niveau de la il y a une partie qu'on a faite particulièrement pour ça, pour la souche. Dans le fond, dans cette catégorie-là, c'est pas selon les définitions, vraiment, c'est vraiment selon votre investigation à vous.
ou vous pensez que le patient a acquis cette souche-là. Vous avez dans le fond un patient qui a été dans un centre qui est en éclosion, puis qui est en contact, tout ça, puis vous l'admettez dans votre centre, puis à un moment donné, vous le trouvez positif, vous n'avez pas du tout dans votre centre, puis vous savez bien qu'il l'a acquis là-bas. C'est sûr que pour l'infection, s'il fait une infection ou la colonisation, vous trouvez que vous n'avez pas le choix de l'attribuer à la catégorie 1A, mais quand vous faites votre investigation, puis vous savez que c'est de l'autre, bien, au moment où on vous demande les questions sur la souche, c'est à cet endroit-là qu'il faut indiquer que, bon, non, il l'a acquis dans un autre centre. Je pense qu'on a fait toutes les questions. Ce que je pourrais vous inviter, c'est si jamais vous en avez d'autres, comme je vous disais, de les envoyer au niveau du soutien Cystine. Ça va être ce qui va être peut-être le plus simple. Là. Puis, dans le fond, notre prochaine conférence va être le 30 avril. Alors, merci beaucoup, Daniel. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Il y a une autre question. Oui, il y avait une autre question, mais c'est difficile, en tout cas pour un résultat négatif à l'admission. Le patient a voyagé.